Faut-il sauver le RSI? Alors on pourrait penser qu'il faut le supprimer, puisque les dysfonctionnements réguliers dont s'émeut la presse laissent à penser que ce système ne marche vraiment pas. Bien au contraire, le système des indépendants doit être sauvegardé car il correspond à une vision particulière de la protection sociale centrée plus sur le gros risque. Oui, effectivement, la protection sociale des indépendants, même si elle doit être retravaillée, refondue, mérite d'être sauvegardée. Je dirais même qu'il peut constituer une évolution lourde, structurante du système français de protection sociale. En d'autres termes, le RSI peut être l'avenir de la protection sociale française. Non, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un système qui est structurellement déficitaire. 11 milliards de recettes, 17 à 18 milliards de dépenses. Le déficit est couvert par qui? Eh bien, par la solidarité des assurés sociaux ou des contribuables. Donc, le système n'est tout simplement pas viable. Deuxième raison, c'est qu'il ne donne pas satisfaction aux assurés eux-mêmes. Donc, les taux de cotisation sont élevés et les prestations sont plutôt moins bonnes que les prestations du système général. Je dirais système qui n'est pas viable financièrement et système qui ne répond pas à la demande même des assurés. Donc, il faut véritablement changer de système globalement. Comment réformer le RSI? Pour réformer la protection sociale des indépendants, il y a deux pistes. Soit une piste paramétrique, changer la façon de calculer telle ou telle règle, et puis une piste systémique, refondre le dispositif. Si on est sur le mode paramétrique, une piste doit vraiment être étudiée, celle qui a été tracée par le rapport Verdier-Bulletot de 2015, à savoir l'auto-liquidation des cotisations, permettre de déterminer le mode de calcul des cotisations comme on le fait pour l'impôt sur le revenu ou encore les charges sociales des salariés. Et puis deuxième réforme plus ambitieuse, mais très structurante, qui serait pourquoi pas de regrouper les régimes d'indépendants au sein d'un seul organisme, mais notamment en s'inspirant d'un système qui fonctionne bien, qui est celui de la MSA, qui a toujours bien marché, techniquement parlant. Pourquoi ne pas imaginer, quitte à avoir des sections différentes, entre professions libérales, artisans, commerçants, exploitants agricoles, avoir le même socle de gestion et avoir un gros dispositif en quelque sorte pour les indépendants. Beaucoup de personnes devront au cours de leur vie changer de statut. On le voit avec Uber, on parle d'ubérisation de l'économie, mais d'une manière plus profonde, il faut que le régime de sécurité sociale ne freine pas ces allers-retours qui seront peut-être nécessités par l'évolution du système économique. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il faut quelque part accrocher le régime des indépendants, au moins en partie, au régime général, pour qu'ils aient les mêmes droits. Artisans et indépendants, quel système idéal de protection sociale et de retraite? Clairement, ce qui est le fondement même du système des indépendants, c'est un système centré sur le gros risque d'une part, évolutif d'autre part. C'est-à-dire fondé sur le gros risque. Aujourd'hui, on a des prestations qui, à titre obligatoire, sont largement insuffisantes, notamment sur les questions d'invalidité et de décès. Pourquoi ne pas imaginer de monter le niveau de protection sociale sur ces risques, quitte à laisser le choix de l'opérateur? Et puis, à côté d'alléger la prise en charge de certaines prestations, notamment comme la mutuelle santé petit risque, et la prise en charge du petit risque, globalement, on peut se demander si ça ne devrait pas être mis uniquement sur le marché et conserver aux régimes obligatoires l'affection de longue durée et l'hospitalisation. Et puis également, imaginer, donc l'Institut d'ailleurs a fait un certain nombre de propositions là-dessus, une protection sociale évolutive, car les besoins ne sont pas les mêmes selon qu'on soit en création, en rythme de croisière ou en fin de carrière. Pour la retraite, il faut peut-être revenir, disons, à l'esprit de 45 et se rendre compte qu'on a voulu en fait protéger les salariés du fait qu'ils épargnaient peu, que peut-être ils pouvaient être imprévoyants et qu'ils n'avaient pas beaucoup de capital. Ces trois caractéristiques ne se retrouvent pas forcément chez les non-salariés parce que les non-salariés, ce sont, et ce n'est pas un gros mot, ce sont des capitalistes. Ce sont des gens qui vont accumuler du capital. Et évidemment, le capital, c'est une protection. Et c'est enfin évidemment une protection pour les vieux jours. Deuxième élément, ce sont des gens qui, en général, ont moins d'aversion au risque. Ils se lancent dans une activité qui est objectivement plus risquée que des salariés. Donc ce que je propose comme deuxième principe, c'est, s'agissant de la retraite, de leur laisser le choix entre le régime général et une retraite par capitalisation et de leur offrir, à travers le système bancaire ou le système des assurances, une retraite par capitalisation. Pour la maladie, je ne vois aucune raison de différencier
le régime des indépendants du régime des salariés. Et donc c'est intégration totale dans le régime général.